C'est parti. Visiblement, on est parti pour dire des choses importantes vu qu'on a la visite de Kéros. Ah, c'est un signe. N'est-ce pas? Fait qu'on le garde avec nous. On va le garder avec nous. On a choisi un bel environnement pour nous. Parce que devant nous, il y a, comment tu l'appelles, la montagne qu'il y a devant chez La toi? montagne des Indiens. Des Indiens, c'est drôle, hein? Oui. Chez nous, on a des Indiens, des Amérindiens. Ouais. Et puis, c'est un bel environnement pour ceux qui nous écoutent aussi. C'est chez toi, en Haute-Provence. Kéros est venu nous rejoindre. Apparemment, c'est pour que je lui enlève ces petits trucs qui ouais. Bon, allez, OK. Donc, on commence. Je te propose aujourd'hui de parler du libre arbitre et de ce que Gita Mala, qui a écrit Dialogue avec l'ange, a appelé le scénario. Je te raconte d'où je pars parce que j'écoutais dernièrement une entrevue qu'elle a donnée à Dites-moi, je crois que c'est le titre, Dites-moi à RTBF. Ça fait un certain temps quand même. Puis, l'intervieweuse lui demandait, c'est pas un peu lourd pour vous d'avoir porté toute seule le message, Dialogue avec les anges, parce qu'ils étaient 4 au début, 4 à avoir entendu le message de l'ange, mais il y en a 3 qui sont morts dans un camp de travail durant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qu'elle a répondu à l'intervieweuse, c'est, en faisant référence à la mort de ses amis, c'est, non, c'est rien à côté de ce qu'ils ont vécu eux, mais elle a dit, c'était simple pour moi parce que je n'ai eu qu'à capter le scénario. Capter le scénario, alors je pense qu'elle fait référence à capter sa tâche, sa mission d'âme, la vocation, sa vocation. C'est exactement ça. Elle le prend comme une fonction qu'elle a sur Terre, comme chacun de nous aurait une fonction sur Terre. Et le travail pour elle était assez simple. Il s'agissait d'être en état d'ouverture, de capter ce qu'elle a à faire, puis de livrer, tout simplement. Alors, c'est de ça que je voulais parler, parce que ça nous est arrivé de parler du libre arbitre et de le comparer à ce scénario, à ce qui nous dépense. Alors, j'aimerais qu'on parle de ces deux éléments-là, le libre arbitre et ce qu'on va appeler dans cette vidéo-ci le scénario. La reliance, la connexion, le dialogue avec l'ange, Gita Mala étant celle qui a transmis le message de cette aventure qu'ils ont eue à 4 pendant la guerre. Donc on propose aux personnes qui nous écoutent de se référer, parce qu'on ne va pas passer notre entrevue à parler de cela. Donc se référer au livre Les Dialogues avec l'ange. Et tu me racontais que c'est assez significatif pour toi le moment où tu as lu ce livre-là. Et ça peut nous permettre d'introduire justement ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Veux-tu raconter? Oui. Donc moi j'ai découvert Les Dialogues avec l'ange par hasard. Lorsque j'étais en train de rechercher durant des vacances en Haute-Provence et notamment dans les gorges du Verdon, j'étais en train de rechercher un protocole. J'avais en tête un protocole, mais il ne me semblait pas encore complet pour provoquer la synchronicité. J'avais décidé, en fait j'avais pas encore vraiment décidé, j'envisageais d'écrire un livre sur les synchronicités. Et j'avais encore des doutes à ce propos. J'avais compris que la synchronicité se déclenche au moyen d'une reliance qui implique un déconditionnement, mais ça on va en parler. Et j'avais étudié un peu la question des anges pour essayer de mieux comprendre cette reliance, mais il me manquait un élément essentiel que j'ai trouvé dans ce livre, et c'est l'importance de la demande, l'importance de faire une demande, et aussi l'importance de l'exigence d'authenticité. Oui, parce que tu vas en parler aussi, comment ça s'est passé pour toi, mais la demande, elle était vraiment associée à la connexion, mais à un état d'esprit qui me semble très, très important. Tu parles d'authenticité.
synchronicité, il y a la notion d'émotion aussi qu'on va aborder à travers ça. Donc, comment ça s'est passé pour toi? Tu as fait une demande? Alors j'ai eu une série de synchronicités, une avalanche, où je vais parler uniquement de la première. Mon questionnement initial, avant même que je décide d'écrire mon premier livre, hein, c'était: est-il bien raisonnable de vouloir écrire un livre sur les synchronicités, en reliant ça en plus à des questions classées dans le domaine du religieux, hein, la notion de connexion, d'ange, de dialogue avec l'ange. Est-il raisonnable d'écrire un livre là-dessus avec une démarche scientifique? Ça me paraissait franchement osé, pas rationnel. Est-ce que franchement c'est possible, ou est-ce que les deux domaines, science et spiritualité, sont vraiment définitivement séparés? Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc imbibé de cet état d'esprit. À un moment donné, j'ai posé ma question. J'ai posé cette question dans mon fort intérieur, mais en regardant le soleil. Je m'étais arrêté au bord de la route. Enfin, je regardais pas le soleil directement, mais j'avais l'impression que le fait d'imprimer ça dans la lumière, ça allait m'aider. Et effectivement, une demi-heure après, je me retrouvais dans le petit village de Trigance, dans les gorges du Verdon. J'arpente la rue principale et je tombe sur une petite église. Je ne savais même pas que c'était une petite église, mais enfin la porte était grande ouverte. Je rentre, et sur quoi je tombe? Sur une affiche, une grande affiche juste en face, de Sainte Thérèse de Lisieux, avec la légende « Je n'ai jamais cherché que la vérité ». Et Sainte Thérèse de Lisieux, c'est une spirituelle, enfin une religieuse bien connue pour être un peu spécialiste du dialogue avec l'ange. Elle avait écrit un livre qui s'appelle « À mon ange gardien », et donc elle représentait l'ange admirablement, et en dessous je ne pouvais pas avoir meilleure réponse que ça, puisque je n'ai jamais cherché que la vérité. C'est une exigence quand même de vrai, de rationalité. On n'est pas dans le ressenti, on est dans le réel. Et ça m'a, donc cette réponse, j'ai vraiment pris ça pour une réponse, parce que ça m'a fortement ému. Ouais. Et le lendemain, j'ai eu d'autres synchronicités dans la même veine, aussi encore plus improbables, et encore une autre après. Et c'est ça qui m'a décidé à finalement écrire mon premier livre. Alors, tu ramènes tout ce qui est important, dans le fond, dans le processus qui est présenté dans Dialogue avec l'ange, cette demande que tu fais qui vient d'un doute que tu avais, et une réponse qui est chargée émotivement, avec ces hasards surprenants, donc des événements qui sont surprenants, qui sont ces synchronicités dont tu parles très souvent. On le dit souvent, Phil Lucie, c'est une occasion d'allier la physique, ton expérience, ton modèle en physique, la physique de l'immatériel et la psychologie. Alors j'ai envie de faire du pouce sur ce que tu dis pour parler du libre arbitre. Et plus tard, on parlera de ce scénario davantage. Le libre arbitre, souvent, on réfère à l'idée de prendre une décision, décider pour soi dans sa vie. Alors, je trouve ça important de parler du processus décisionnel qui comprend 3 étapes, qui est d'abord une prise de conscience de ses besoins, ensuite une décision, puis l'action. Parce que souvent, si on reste que dans la décision, sans être en contact avec notre expérience personnelle plutôt, on peut prendre des décisions qui sont basées sur des critères extérieurs. Ou encore ne prendre qu'une décision sans passer à l'action, et il n'y a rien qui va changer. D'accord. Alors, le libre arbitre en psychologie, on pourrait dire que c'est le processus qui nous amène à nous déprogrammer, à nous sortir de l'endoctrinement qui serait la finalité. C'est-à-dire que ça passe par une remise en question préalable? Une remise en question, oui, c'est-à-dire réaliser, par exemple, que les critères qu'on utilise habituellement pour nos décisions, ils ne sont pas de nous, et revenir vers soi, qui est un processus en soi, tu vois. Et ce que je voulais dire, c'est en lien avec ce processus, il faut bien identifier 2 obstacles, qui sont les habitudes et les dépendances. Les conditionnements. Exactement. Alors, les habitudes, c'est des éléments qui sont clairs pour nous parce qu'on parle souvent de la zone de confort, mais c'est effectivement relié à, je pourrais dire, le monde artificiel dans lequel on vit, qui est déconnecté de nous, de notre soi. On parlera de ça tantôt. Alors, les habitudes,
c'est les critères extérieurs qui, au bout du compte, parce qu'on vit là-dedans, on est dans ce qu'on appelle une adaptation continuelle qui finit par transformer quelque chose qui n'est pas confortable en quelque chose qui l'est. Et on appelle ça l'habitude, alors qu'une dépendance, c'est des habitudes qui nous fait du tort. C'est une habitude qui nous fait du tort parce que, bon, on s'est habitué à ça, mais dans le fond, c'est de manger mal parce que ce qui nous est offert comme nourriture, ben, c'est pas sain pour nous. C'est un exemple. Là. Alors, obstacle, c'est dépendance et puis habitude. Par contre, il faut vraiment réaliser qu'on a tout ce qu'il faut pour sortir de cet endoctrinement, pour exercer notre libre arbitre. Et l'un des éléments qu'on va reprendre tantôt, c'est l'intuition. Oui. Parce que c'est un exemple, quand on est malade, notre corps nous dit ce qui est bon pour nous. Ça, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Et plus sur un plan psychologique, on sait que quand on pense à quelque chose et qu'il nous vient un sourire naturel, c'est une connexion. Le sourire intérieur. Un sourire, même extérieur, on se voit sourire puis on se dit « Ah, c'est bien étrange, c'est pas un sourire qui est forcé. On sourit extérieurement et ça vient d'une pensée qu'on a. Oui. Et on voit le même phénomène quand, par exemple, on se met à pleurer puis on ne sait pas trop pourquoi. C'est pas triste nécessairement, c'est émouvant puis on pleure. Alors, ces pleurs, c'est le signe d'une connexion, d'une reliance dont on parlera tantôt. D'accord. Donc le libre arbitre serait lié, d'après toi, et je suis assez d'accord, à une information de type émotionnel. C'est relié à une émotion, oui, c'est les exemples que je donne, mais quand je fais référence, par exemple, à ce que ton corps a besoin, c'est pas nécessairement émotionnel. C'est intéressant parce que l'intuition, quand elle est émotionnelle, c'est comme un signe fort que ça vient d'une connexion. Mais c'est pas nécessaire toujours qu'il y ait une émotion associée à ça. Tu voulais parler, je trouve ça super intéressant, de justement l'élément physique qui nous permet d'envisager le libre arbitre et qui pourrait compléter ce que je dis là, en psychologie. Oui, donc effectivement, tu as eu raison de parler du fait que le libre arbitre déjà nécessite un déconditionnement psychique. Ça, c'est fondamental. Je reviendrai peut-être là-dessus tout à l'heure. Mais en physique, déjà, on a un obstacle au libre arbitre qui, a priori, qui est le dogme. Hein. Les dogmes de la physique, le déterminisme et la causalité interdisent le libre arbitre. On pourrait même dire que la science est construite par opposition au libre arbitre. Ouais, bon, mais il se trouve que la physique a beaucoup évolué et qu'aujourd'hui, ce n'est même pas seulement à l'échelle quantique, mais à toutes les échelles qu'on remet en question ce déterminisme à travers la notion de multivers. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos. Je vais résumer très rapidement là-dessus. Le multivers, c'est le champ des possibles et on va s'intéresser uniquement à celui qui se rapporte à nous, à notre vie. Donc le champ, toutes les façons que nous avons de mener notre vie. Donc a priori c'est compatible avec le libre arbitre. Et les physiciens ont découvert que ce multivers, il existe à toutes les échelles. À l'échelle quantique, on parle de multivers quantique. À l'échelle cosmologique, on parle de multivers issus de la théorie des cordes ou des bébés univers. Et à l'échelle humaine, on parle dans la physique statistique, on s'aperçoit qu'il y a un indéterminisme et aussi, moi j'ai fait des travaux sur le billard, enfin la physique du chaos aussi le montre d'une certaine manière, bien qu'on ait parlé de chaos déterministe, et moi j'ai fait des travaux qui ont publié, qui ont bien montré, qui ont réussi à quantifier ce multivers et montrer qu'il existait un multivers à notre échelle, grâce à des bifurcations qui sont présentes et au moment desquels peut se manifester un kéros, on en a déjà parlé. Et donc, ma différence avec les physiciens qui veulent préserver le modèle, on va dire, standard, en préservant les dogmes, c'est qu'eux considèrent que toutes ces vies alternatives ont lieu dans des univers séparés, alors que moi je considère que ce multivers nous appartient. Voilà. Tu vas parler justement plus tard de ton modèle en lien avec la reliance. Voilà. Et j'ai envie de faire du pouce parce que autant on peut démontrer que c'est possible d'exercer son libre arbitre et d'avoir une connexion avec ce qui nous dépasse, avec le scénario,
autant il y a des obstacles sur notre route. Puis là, tu fais référence au dogme en physique. Moi, j'ai envie de revenir en psycho puis de montrer aussi qu'il y a ce qu'on appelle, tout le monde connaît ça un peu, la pyramide des besoins de Maslow, qui nous aide à comprendre pourquoi ça peut être difficile parfois d'être en connexion puis d'exercer son choix ou ses décisions. Il y a, je rappelle, les besoins, ça commence par les besoins physiques, manger, dormir, tout ça. Il y a les besoins de sécurité, se protéger. Il y a les besoins d'appartenance après, et besoins d'estime et d'actualisation. Alors, la théorie de Maslow, c'est de dire que quand les besoins de base, les besoins en bas là, de la pyramide ne sont pas répondus, très difficile d'aller vers l'actualisation, par exemple. Et ça nous permet de comprendre aussi pourquoi ces temps-ci, je dirais avec tout ce qu'on vit, c'est à la fois très, très difficile pour certaines personnes, encore plus qu'avant, puis par ailleurs, ça peut être plus facile pour d'autres parce que justement, on est un peu poussé à remettre en question ce qui nous est proposé comme besoin de sécurité, par exemple. Et aussi cette importance qu'on accorde à l'appartenance. Alors, je le dis souvent, on est des êtres grégaires, on ne s'en sortira pas. On a besoin de suivre des gens, une partie des gens. Si ce n'est pas la masse, on a besoin au moins de se recréer un réseau qui nous confirme dans nos choix. Et l'actualisation. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de libre arbitre. C'est intéressant, c'est que ça fait partie du tout. Le libre arbitre doit considérer ses besoins qui sont réels. Et ça explique pourquoi on vit certains dilemmes parfois entre, par exemple, notre besoin d'appartenance et l'actualisation, qui serait ce libre arbitre. Et parfois, pourquoi on est tiré vers le bas, on va dire, quand on nous parle des dangers, qui sont pour moi parfois des illusions aussi. On parle beaucoup dans les médias des dangers, parce qu'on sait qu'à la base, on a ce besoin d'être en sécurité. Là où je pense qu'on peut parler de demi-vérité, c'est que quand on parle de sécurité, on ne parle pas de la sécurité affective. Parce que quelqu'un pourrait se retrouver avec une sécurité affective qui lui permet de confronter certains manques sur le plan de la sécurité physique. Je ne sais pas si tu vois, si une personne manque de sous, par exemple, pour survivre et qu'elle a un bon réseau d'entraide autour d'elle, ce besoin physique relié à l'argent est moins important. Je ne sais pas si tu vois. Alors, c'est important d'en parler parce que c'est pas simple comme de se dire, ben, on a la possibilité d'exercer notre libre arbitre parce qu'il y a quand même à la fois des obstacles sur la route et puis des éléments qui nous permettent de comprendre aussi pourquoi c'est difficile. Donc tu parles de tous les obstacles qui sont les conditionnements psychiques, sociaux, sécurité, etc. C'est des conditionnements, puis à la fois c'est une réalité parce que sincèrement, bon, je me souviens très bien, j'étais en Afrique en train d'enseigner la psychologie positive, la psychologie du bien-être, puis les étudiants me demandaient, oui, mais dans une circonstance où la personne qu'on cherche à aider n'a pas ce qu'il lui faut pour se nourrir, comment on peut l'aider? Ben oui, il faut à la base répondre à ce besoin-là. Alors, ce n'est pas nécessairement un conditionnement, c'est une réalité qu'on a besoin de manger, on a besoin de dormir pour accéder à notre exercice du libre arbitre, tu vois? Oui, et oui, là, c'est sûr que si on est contraint par un manque qui n'est pas nécessairement un conditionnement, tu vois, c'est réel. Parfois, on n'a pas suffisamment mangé. Et on n'a pas, par exemple, dormi assez, à ce moment-là, c'est très difficile d'être d'avoir la capacité de faire des choix, de prendre des décisions. Okay. C'est-à-dire peut-être de faire revenir, de se souvenir de ce fameux scénario? Bien justement, là, je vais en parler parce qu'il y a des besoins terrestres, on va dire, puis il y a cette connexion avec l'immatériel qu'on appelle le scénario. Et puis, il existe, il nous pousse même à faire des choses qu'on ne s'attendait pas à faire. Il nous pousse parfois même à dépasser nos besoins de base. Alors, ce que je veux dire là-dessus, puis je te passe la parole là, après, c'est... qu'est-ce que j'ai noté? Ah ben oui, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de plans ces temps-ci, le plan du nouvel ordre mondial, mais on parle aussi d'un plan divin qui pourrait correspondre à ce scénario. Et quand je parle des besoins, il y a une personne qui m'a beaucoup influencée en psychologie, qui est Yves Saint-Arnaud, qui a parlé d'un besoin de cohérence, c'est-à-dire de donner du sens à ce qu'on vit.
Et parfois, on se voit faire, puis on se dit, mais qu'est-ce qui m'amène à dire ce que je dis? Qu'est-ce qui m'amène à faire ce que je fais? Puis on est devant l'inconnu. Et c'est fort possible que ce soit ce scénario qui agit à ce moment-là. Et j'ai un exemple en psychologie où lorsqu'on est devant une personne qui a besoin d'aide, dans la relation thérapeutique, on se met à dire des choses qu'on n'aurait pas pensé dire. Et c'est la magie de la thérapie qui se trouve dans la création liée à la relation. Alors ça, c'est un exemple de connexion avec ce qui nous dépasse, qui nous amène à dire quelque chose ou à faire quelque chose. Dans la relation. Dans la relation thérapeutique. D'accord. Et cette intuition dont je parlais tantôt, c'est aussi la manifestation de cette connexion parce que c'est quand même intéressant de se poser la question, qu'est-ce qui fait que l'enfant naissant ou un animal qui naît sait déjà comment survivre? Et puis l'enfant, bien lui, il vit dans une société qui va le programmer. Mais s'il n'y avait pas cette programmation, on pourrait considérer que l'instinct ou l'intuition, c'est la connexion directe avec ce qui nous dépasse. Oui, mais là, on n'est pas tout à fait dans le libre arbitre, on n'y est pas du tout même. Bien, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire qu'il y a le libre arbitre qui nous amène à sortir du conditionnement. Qui viendrait de cette connexion. Et qui viendrait de cette connexion et qui amènerait des bifurcations, comme tu en as parlé avec le kéros. Mais on pourrait aussi parler de deux choses distinctes qui est le libre arbitre et le scénario. D'accord. Le scénario qui agirait sans... Je peux rebondir là-dessus. Eh bien, vas-y, c'est ça. Ouais, justement, parce que tu as un modèle, toi, qui nous permet de comprendre ça. Oui, alors donc là, on comprend d'après ce qu'on vient d'examiner qu'il y a deux choses importantes qui sont liées au libre arbitre, indirectement en tout cas, toutes les sources de conditionnement, hein, que ce soit la sécurité, etc., qui viennent nous plomber, qui viennent nous imposer autre chose que des choix libres, c'est-à-dire que les choix résultent du fait de la nécessité de manger, de la nécessité de survivre, de s'adapter, d'être conforme à un système, etc. Ça, ce sont toutes les sources de conditionnement qui viennent, en gros, dire, finalement, le libre arbitre, il n'existe pas, mais il y a ce fameux scénario dont tu parles, qui est cette fameuse tâche qu'on acquiert via la reliance, qui est en train de nous dire autre chose, qui est en train de nous dire, tu as une tâche à réaliser, tu as une mission d'âme, ou je ne sais quoi, une vocation, etc., et ça semble pas vraiment venir de nous, ça semble venir de l'ailleurs, ça semble venir du soi. Dans ce cas-là, il n'y aurait pas non plus de libre arbitre, puisque finalement on est d'un côté guidé, mais c'est même pas guidé, c'est orienté par des nécessités sociales, entre autres, du conditionnement, et de l'autre côté on serait guidé par cette petite voix intérieure, etc. Et on vit les deux. Et donc justement, alors je vais rappeler cette métaphore dont je reparle assez souvent. C'est le libre arbitre, finalement, il faut le concevoir comme si on était à l'intérieur d'un avion, en zone montagneuse, qui a deux possibilités pour s'orienter. C'est d'une part faire appel à son pilote automatique. Malheureusement, son pilote automatique en zone montagneuse, il vaut mieux pas trop s'y fier. Et d'autre part, son GPS. Malheureusement, en zone montagneuse, le GPS peut être en zone d'ombre. Et donc les instruments du pilote, finalement, sont pas opérationnels. Et donc le pilote se retrouve obligé d'utiliser les commandes manuelles. Et le libre arbitre, ça résulterait du fait de la nécessité d'utiliser les commandes manuelles, et on comprend que dans ce cas-là, on va se réaliser mieux que si on suivait uniquement le GPS, qui peut être défaillant, ou si on suivait uniquement l'ego, qui peut être défaillant. Et en fait, le libre arbitre, il se situe entre la voie du soi et la voie du moi, ou du moi tiré par l'ego, ou la voie du soi tiré par ce fameux scénario. Et en fait, c'est entre les deux qu'on va pouvoir réaliser de façon optimale sa raison d'être. Et le libre arbitre serait justifié par cela. Je trouve ça intéressant parce que tu vois,
on est tout en nuances là-dedans parce que je pense qu'avec les nouvelles informations qu'on partage, que d'autres partagent, les gens peuvent peut-être chercher à appliquer ça tel quel. Et puis, dans le fond, ça serait contradictoire à ce qu'on présente, qui est de parler du libre arbitre, c'est-à-dire revenir à eux, vraiment se demander qu'est-ce qui est important pour eux, c'est quoi leur vision de la vie, qui ils sont, se reconnaître. Tu vois, cette démarche est très importante et l'entre-deux dont tu parles, pour moi, c'est ça. C'est de partir de, oui, bien sûr, on vit dans une société, il y a du conditionnement, on est terrestre aussi, on a une existence terrestre et on a des besoins. Puis, il y a cet appel, cette connexion, cette mission. Et entre les deux, bien, c'est peut-être le meilleur chemin pour se mettre en processus d'évolution. Parce que ça demeure un processus, c'est pas une... On pourrait dire, est-ce que c'est une finalité? Je ne sais pas. C'est d'abord et avant tout un processus. Oui, un processus. Donc le libre arbitre, ça consisterait à essayer d'être soi, essayer de se réaliser tel que le soi le souhaiterait, le rêverait, mais on est obligé de faire avec la matérialité, les réalités, les contraintes, les difficultés, et ceci ne peut pas être choisi par le soi. Le soi, on peut considérer qu'il vit dans une autre réalité, il n'est pas en mesure de pouvoir guider le moi dans cette réalisation incarnée. Donc lorsqu'on est incarné, on est face à des contraintes. Et donc il est nécessaire que, même si on ressent la reliance, même si on ressent sa mission d'âme, même si on ressent sa tâche, etc., enfin tous ces mots, ce scénario, etc., ben, on ne va pas pouvoir le réaliser, en tout cas pas n'importe quand. Il y aura des moments plus propices que d'autres. Et le libre arbitre, donc il est nécessaire que ce soit le moi qui décide, parce qu'il est mieux à même d'évaluer quand est-ce qu'il peut se décider d'aller vers soi. Le moi est toujours mieux placé que le soi pour réaliser cette tâche. Et donc le libre arbitre est nécessaire. Il est nécessaire que le libre arbitre appartienne bien à la personne incarnée. Puis j'ai envie de faire du pouce sur tes images parce que celle qui me vient en ce moment en t'écoutant, c'est de me dire les émotions dont on parle qui sont si importantes plutôt, c'est imaginons qu'on est notre propre instrument. L'individu incarné, c'est son propre instrument et le signal qu'il peut utiliser pour continuer d'être dans ce processus, c'est l'émotion. Alors que ben, souvent, on parle du mental, le mental qui est probablement trop formaté. En ce moment, là, quand on est devenu adulte, on a eu une programmation qui était très importante dans le monde, qui a été créée par les hommes. Mais ce que tu dis là, c'est comme on a une incarnation, on vit sur Terre, eh bien, on pourrait utiliser l'émotion comme le signal préférentiel pour se guider. Voilà. Et c'est là qu'on en revient à la notion de demande, parce que c'est donc lorsqu'on s'aperçoit que les conditions pourraient être réunies, effectivement, pour autre chose que la voie du conditionnement, lorsqu'on est prêt, ben c'est là qu'on aurait peut-être besoin d'avoir la guidance. Et là, il faut pouvoir demander. Et faire une demande, ça consiste à rétablir cette connexion, mais de sa propre initiative. Parce qu'on a un questionnement, comme moi j'ai eu un questionnement, ok, je ressens l'envie d'écrire un livre, mais ça ne me paraît pas du tout raisonnable. Et là je fais une demande parce que j'ai besoin d'une aide, j'ai besoin d'une réponse, et que j'ai reçue d'ailleurs. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir cette réponse? Donc là ça rejoint la psychologie parce qu'il y a d'abord une remise en question. Donc là, je parle d'une introspection qui nécessite qu'on soit libéré de tous les conditionnements. À partir de là, on a capté ce scénario, ce sens, ce qui va nous animer dans la vie. Et là, pour que ce soit réalisable, on a besoin d'aide. Et cette aide, on peut l'exprimer par l'émotion. On peut l'imprimer comme moi je l'ai fait. Cette demande d'aide, on peut l'imprimer. Et à ce moment-là, ça revient à générer une vibration de l'être, une structure vibratoire. Il n'y a que par l'intermédiaire d'une structure vibratoire et non pas mentale. La connexion n'est pas de l'ordre du mental.
On est en dehors du temps, là, le mental crée le temps. Il faut se positionner en dehors du mental, dans une relation vibratoire avec son être. Et donc c'est dans une connexion de nature vibratoire qu'on va émettre cette demande en lien avec donc cette problématique. Et ainsi vibratoirement émise, elle va pouvoir atteindre son objectif dans l'espace-temps. Hein, parce que tous les points de l'espace et du temps sont connectés, en fait, potentiellement à partir du moment où elles sont syntonisées sur la même structure vibratoire. C'est ça. Je recherchais les synonymes de connexion tout à l'heure sur le dictionnaire, il n'y en a pas beaucoup. Connexion, se connecter, se relier. Je parle aussi d'adresser une destination. C'est pas du tout évident de trouver les bons synonymes de cette connexion qui pourtant en physique est décrite à travers la notion d'intrication. Et on découvre de plus en plus que cette notion d'intrication est reliée à une espèce de canal qu'on appelle un micro-trou de verre, hein, et on découvre de plus en plus que de l'information peut passer, pas dans la physique mainstream standard, hein, mais au-delà, avec les dimensions supplémentaires qui sont vibratoires, de l'information peut passer à travers cette canalisation entre deux points de l'espace et du temps, ou un point de l'espace-temps et en dehors de l'espace-temps. Et cette connexion, elle est de nature vibratoire. La nature de la conscience elle-même qui permet cette connexion est purement vibratoire. Et je voulais insister là-dessus parce que dans mon prochain livre, j'identifie le type de vibration qui correspond à ce type de connexion. Tu nous mets sur la fin. Sur la fin, puis ça peut être aussi la fin parce que, encore une fois, j'aime bien apporter des nuances parce que cette vibration, elle est, à mon avis, pas qu'émotive. On utilisait le terme état d'esprit, attitude, qui implique l'être entier et qui attire ou qui s'ouvre à des messages, par exemple, qui viennent d'ailleurs. Et puis, ça se fait peu à peu. On ne peut pas éliminer tous les conditionnements puisqu'on vit dans une société, on vit sur Terre. Mais je pense qu'il y a des moments privilégiés puis on le sent dans notre être, on est sur notre X, on dit, on est à la bonne place au bon moment. Alors, c'est peut-être d'être attentif à ça, sans tension, porter attention à ces moments qui sont privilégiés. On conclut là-dessus? On conclut là-dessus. C'est extrêmement riche hein, comme sujet. On pourrait en parler pendant des heures et des heures. Il faut conclure sur quelque chose. Oui. Bien, sur la suite à venir, dans le fond, j'ai l'impression que c'est une question d'expérimentation. Plus on sera capable de faire l'expérience de ce dont on parle, puis c'est la même chose pour ceux qui nous écoutent, cette expérience-là va nous éclairer plutôt que ce qu'on faisait avant, c'est lire des choses là-dessus, puis utiliser notre mental pour comprendre. Pour moi, la compréhension, elle vient de l'expérience. Absolument. S'abstraire du mental, c'est absolument fondamental. Le dictionnaire manque de mots pour arriver à décrire ce type de connexion. Je n'ai pas trouvé les bons mots. J'ai trouvé que syntonisation qui permet une reliance en même temps qu'elle implique qu'on soit sur la même vibration. Et je pense que dans l'univers, tous les points de l'espace et du temps sont connectables ou connectés à partir du moment où ils se mettent sur la même vibration. Il s'agit mais on est dans le multidimensionnel là, alors attention, l'analogie avec les ondes radio, avec la radio, elle a ses limites. Oui, mais c'est ça, on veut finir, puis en même temps on aurait tellement de choses à dire, puis ça me ramène justement à cette relation thérapeutique où il y a des moments où c'est comme si on connecte ensemble, on est sur la même fréquence, puis là il se crée quelque chose. Pour moi, c'est en termes de création aussi. La création du miracle se fait lorsqu'on se syntonise. Alors bon, c'est une invitation à être à la recherche de ça, mais encore une fois sans tension, parce que pour moi, c'est une question d'état d'esprit, dans le calme intérieur que ça se fait. C'est pas avec la tension de vouloir absolument créer quelque chose ou obtenir non, puisque la tension, cette tension-là, elle va imposer sa vibration et on ne pourra pas, effectivement. Donc tu viens de confirmer simplement que le mental ne peut pas s'emparer de cette affaire-là. Il faut qu'on se positionne vraiment délibérément dans le ressenti.
ressenti. Et il s'agit là, il s'agit d'émettre un ressenti. Et donc le libre arbitre passe par la maîtrise de ces ressentis jusqu'à la capacité de faire passer un ressenti, de transmettre un ressenti, d'émettre un ressenti dans l'espace-temps. Ouais. On arrête là-dessus? On arrête là-dessus. Merci. Merci à toi.